Bon, bonjour à tous et à tous. Je suis Pierre-Marie Stéphan, je suis expert comptable et je vais co-animer aujourd'hui cet atelier qui va durer 40-45 minutes. On se laissera une dizaine de minutes à la fin de l'atelier pour pouvoir échanger si vous avez des questions. On ne prendra pas de questions pendant le cours de cet atelier. L'idée, c'est de vous présenter. C'est une présentation qui est plutôt générale. On va aborder pas mal de sujets, des sujets d'organisation, des sujets un peu comptables et fiscaux, mais aussi des sujets d'accompagnement. Donc, je suis accompagné aujourd'hui par Éric Fouché, qui est notaire à Rennes, voilà, qui est à ma gauche, et Stéphane Gardette, qui est avocat également à Rennes. Voilà. Donc, le sujet de l'atelier, c'est aborder sa création d'entreprise, nos conseils pour bien démarrer. Donc, plusieurs étapes dans ce micro-atelier qui va durer une quarantaine de minutes. Donc, d'abord, on va essayer de vous donner quelques outils pour structurer votre projet. Pas que sur la partie comptable, mais aussi sur la partie intellectuelle, savoir où est-ce que vous voulez aller et quel contenu vous allez donner à votre activité que vous allez porter, alors qu'elle soit en entreprise individuelle, en tant qu'auto-entrepreneur, ou sous forme de société, si vous avez des associés. Ensuite, on va essayer je vais vous donner quelques billes. En fait, là, ce sera sur une partie un petit peu plus financière sur le business plan et la modélisation de votre projet dans son environnement économique. Et puis enfin, on vous donnera quelques conseils généraux pour démarrer votre projet. Donc voilà, ça c'est la trame. Donc on verra bien les trois étapes. Donc appréhender le contexte du projet bien en amont. Ensuite, évaluer votre projet intrinsèquement. Et puis ensuite, nos conseils d'accompagnement. Donc l'idée de cet atelier, c'est vraiment de structurer votre projet que vous allez porter. Donc il porte sur 3 principales étapes. Avant, là vous êtes dans la phase de préparation, c'est important. Vous venez à ce salon pour chercher des bonnes idées, trouver des accompagnements. Donc ça c'est très important en fait de passer du temps avant. Il y aura une phase de pendant. C'est-à-dire la phase de démarrage, vous m'entendez bien? Oui. La phase de démarrage qui est la phase de première action. Et puis, il y aura la phase d'après, qui est la phase de première analyse, que vous devrez maintenir en permanence en fait dans votre processus de création d'activité, parce que une fois que vous avez créé votre activité, ça s'arrête pas là en fait. Le boulot commence quand, au bout d'un an, vous allez faire votre premier bilan. 1 an ou 18 mois ou 24 mois ou 23 mois, parce qu'on peut aller jusqu'à un exercice de 23 mois. Quand vous allez vous lancer, il y aura cette phase d'analyse-là. Et en permanence, il faudra recommencer cette phase de préparation, d'action et d'analyse. Ensuite, en préliminaire, en fait, pour bien réussir votre projet d'accompagnement, votre projet de création d'activité, il faut bien voir que votre projet, il va porter sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est le sujet technique. C'est ce qui fait que vous portez votre activité. Donc le sujet technique, vous êtes mécanicien auto, voilà, vous être bon en mécanique auto, donc évidemment, il faut être bon dans son métier. Mais ça suffit pas pour porter un bon projet. Il faut être également bon gestionnaire. Alors bon gestionnaire, quoi? Ça veut dire pas que être bon en compta, ça ne veut pas dire gérer forcément bien sa comptabilité. Évidemment qu'il faudra gérer sa trésorerie, suivre sa comptabilité, mais c'est aussi s'occuper de toutes les parties administratives. C'est s'occuper de toute la partie d'organisation, d'avoir un planning qui soit bien précis, d'organiser vos journées, d'organiser votre temps. Si vous devez passer du temps avec des collaborateurs, par exemple, que ce soit des ouvriers, des salariés, des assistants, il faudra planifier ce temps-là. Donc, il faut être bon techniquement, il faut savoir bien gérer au sens administratif, et surtout, il faut savoir être bon commercial. Si vous n'êtes pas un bon commercial, vous êtes tout seul, vous allez porter tout seul votre projet. Vous pouvez être bon dans votre métier, organisé et bon gestionnaire. Si vous ne savez pas vous vendre,
eh bien votre projet ira à l'eau parce que il faut savoir se vendre et aller chercher des nouveaux clients. Donc pensez bien à ces 3 volets-là, parce que souvent vous pensez à la partie technique, ce qui vous fait porter un projet de création d'entreprise, mais ça suffit pas. Il faut vraiment être bon gestionnaire derrière et bon commercial. Donc voilà. Donc là, on va attaquer la première présentation. Donc appréhender le contexte de votre projet, ça va être d'abord, dans un premier temps, de concrétiser par écrit votre business plan. Alors, c'est pas un atelier sur le business plan à proprement parler. C'est pas parce que moi je suis expert comptable que je vais animer un sujet à proprement parler sur le business plan financier. Le business plan, c'est pas que ça. C'est d'abord ce que j'appelle le business plan littéraire. C'est tout ce qui va accompagner le démarrage de votre activité. Alors, dans le démarrage de votre activité, qu'est-ce qui est important? C'est de connaître le périmètre, savoir ce que vous faites, mais aussi ce que vous faites pas. Si par exemple, je vends des motos, ok. Est-ce que je vends des accessoires? Est-ce que je vends de l'habillement ou pas? Est-ce que c'est mon métier de vendre de l'habillement? Voilà. Donc posez-vous ces questions-là. Si je suis courtier en assurance, quel type d'assurance je vais proposer à mes clients? De l'assurance aux biens, de l'assurance aux personnes. Voilà. Il faudra délimiter en fait dans votre business plan sur la partie littéraire, de bien préciser le démarrage de votre projet. Alors, c'est au démarrage. Au démarrage, on s'écrit des choses et puis peut-être que les premiers mois, les premières années, vous allez vous dire, voilà, j'avais prévu de faire telle activité, puis finalement ça marche pas. Mais en fait, cette micro-activité, c'est celle-là que les clients plébiscitent. Donc, dans ce cas-là, vous allez développer votre activité. Et vous verrez que votre projet d'origine, alors, je vais vous inciter à le matérialiser toujours par écrit. Prenez des notes. Là, quand vous allez faire le démarrage de votre activité, souvent, vous faites votre business plan, la partie littéraire, la partie financière. Et puis souvent, pouf, il passe à la poubelle. Alors, nous les experts comptables, ce qu'on fait, c'est que au moins sur la partie financière, on se dit, qu'est-ce qu'on avait prévu comme chiffre d'affaires pour la première année et qu'est-ce qu'on a fait réellement, qu'est-ce qu'on avait prévu comme trésorerie, est-ce qu'on est bien dans notre business plan de démarrage? Et nous, on vous incite en fait à refaire des business plans en permanence, parce que un business plan, c'est pas quelque chose qu'on fait one shot, c'est quelque chose qui doit vivre. Et quand vous allez porter des nouveaux projets, aujourd'hui, vous démarrez avec un local que vous avez en location. Dans 4 ou 5 ans, l'activité va bien se porter et vous allez investir sur une SCI et votre banquier va vous dire très bien, montrez-moi que votre projet est encore viable pour les 3 ou 4 années à venir et est-ce que vous allez pouvoir financer les loyers qui sont destinés à rembourser l'emprunt sur la SCI. Donc, pensez bien à faire des business plans, à réactualiser vos business plans. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est en ça que cet atelier, il est important parce que on veut vous aider en fait à structurer votre projet. Donc, dans ce business plan, donc vous allez passer de l'idée au projet, c'est-à-dire que entre ce que vous vous étiez dit au démarrage et puis comment vous allez l'écrire, vous allez décrire qui vous êtes, ensuite l'environnement économique qui accompagne votre projet, et puis dans cet environnement économique. Donc là aussi, il y a un gros boulot d'introspection sur vous, à savoir, est-ce que vous êtes en capacité d'assumer tous les sujets. Il y a un sujet qui me tient à cœur, évidemment, c'est la partie gestion. Est-ce que vous êtes en capacité de faire vos déclarations de TVA, suivre votre trésorerie? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Donc, il faut faire un inventaire de vos forces et faiblesses, en disant, ça, c'est pas trop mon métier. La partie comptable, je vais la laisser à un cabinet. Par contre, la partie gestion de trésorerie, évidemment, c'est moi qui vais la porter. Je suis pas très très bon commercial, alors peut-être que sur mon activité, je vais m'entourer d'agents commerciaux ou je vais utiliser les services d'une prestation de service qui va m'amener des leads
des contacts commerciaux pour pouvoir avoir des nouveaux clients et toucher des nouveaux clients. Donc ça, ce boulot d'introspection, il est important parce que il va figer vos forces et faiblesses, et quand vous allez passer devant le banquier au moment de la demande de financement, il va vous dire en quoi vous êtes légitime à porter ce projet-là. Et donc un banquier, il aime bien entendre un entrepreneur dire là c'est pas trop ma partie, mais j'ai une solution, je vais sous-traiter cette partie-là. La création d'une entreprise, quelle qu'elle soit, entreprise individuelle ou société, c'est aussi une aventure humaine. Donc, sachez vous faire accompagner. Alors, pas que sur le plan technique. Le premier accompagnement, c'est évidemment votre environnement familial. Et donc, ça, c'est important. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pouvoir aussi échanger avec d'autres porteurs de projets. Moi, j'entends souvent beaucoup de personnes qui me disent ouais, moi, je suis dans l'agroalimentaire, ça n'a rien à voir avec les autres activités. Alors, détrompez-vous, toutes les activités sont identiques, surtout au démarrage. Au démarrage, souvent, quand on part de zéro, c'est identique pour tout le monde. Où est-ce que je trouve mon premier local? Comment je recrute mes premiers collaborateurs? Ça, c'est commun vraiment à tous les démarrages d'activités. Donc, il y a des salons comme ça. Prenez de l'info descendante quand vous êtes en atelier, mais profitez aussi d'échanger entre vous. Écoutez ce que disent, les questions qui sont posées par les autres personnes qui participent aux ateliers, parce que c'est parfois des sources d'inspiration, et puis se dire tiens ça c'est une bonne idée, c'est pas identique à mon activité, mais c'est transposable. Donc n'hésitez pas à échanger. Pour ça, en fait, porter un projet, c'est une véritable aventure humaine, parce que pour moi, ça se fait pas derrière un ordinateur, ça se fait au cours des rencontres comme celle-là. Aujourd'hui, là, vous avez beaucoup d'intervenants. Il y a des cabinets d'expertise comptable, il y a l'ordre des avocats qui est juste à côté. Il y a plein de sociétés qui vous aident avec je crée ma boîte. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter aussi ce qui se dit en fait sur chacun des ateliers pour que ça soit une source d'inspiration pour vous. Et donc il y a un petit volet qui vend la prestation des notaires et des experts comptables aussi, parce que sur la partie technique, ne faites pas l'économie d'un professionnel. C'est toujours plus simple d'économiser après, mais au démarrage, faites-vous accompagner. Souvent, moi, on récupère. Je pense que mes confrères me diront la même chose, mais parfois on récupère des dossiers. Moi, sur la partie comptable, de personnes ça fait 6 mois qu'ils font leur déclaration de TVA tout seuls, et c'est ni fait ni à faire. Et donc, en fait, on revient sur ce qui a été passé. Ça coûte plus cher. Ça vous coûte plus cher parce qu'il faut revenir. Il faut défaire ce que vous avez fait, puis refaire ça correctement. C'est la même chose pour les statuts. Ça peut être la même chose aussi quand une situation matrimoniale n'a pas été bien appréhendée au moment de la création de l'entreprise. Et quand on fait les choses après coup, c'est plus compliqué. Quand vous démarrez, en fait, ce qui est important, en fait, c'est que vous vous concentriez sur là où vous êtes bon. Vous êtes bon dans votre partie technique. Il faut que vous soyez bon en gestion et bon en commercial, mais sur la partie gestion, faites appel à des professionnels. Souvent, ce qu'on entend dire, c'est que ouais, mais ça coûte cher, je veux pas payer 1000 ou 1500 euros d'accompagnement au démarrage. Parfois, en une seule question, vous avez compris que vous êtes passé à côté d'un accompagnement qui aurait pu vous coûter 1000 euros, peut-être, mais vous avez perdu un crédit d'impôt, vous avez perdu une bonne opportunité de faire une économie, et ça, c'est une fois. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez conseiller à d'autres personnes d'être bien accompagnés pour le démarrage. Donc, on est d'accord là-dessus. Ça vaut le coup de se faire accompagner. On sort pas non plus les factures dès que vous nous appelez ou dès qu'on est en rendez-vous. Il y a plein d'occasions à la Chambre de commerce et d'industrie. Si vous vous faites accompagner par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres des métiers ou les chambres d'agriculture. Alors, je sais pas s'il y a une clientèle, si il y a beaucoup de personnes dans le milieu agricole cet après-midi, mais
toutes ces institutions, en fait, vont vous accompagner de manière très spécifique. Moi, je donne par exemple des consultations gratuites à la Chambre de commerce et d'industrie entre 1 heure et 1 heure et demie. Là, c'est individuel. Donc, faites-vous accompagner par la Chambre de commerce et d'industrie. Elle saura vous dire, bon là, c'est plus mon métier d'accompagnement. Je vais vous prendre un rendez-vous auprès d'un expert comptable. Les notaires font exactement la même chose pour les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et les avocats également. Alors, au démarrage de votre activité, ce qui est important, c'est de bien prendre en compte, en fait, à votre démarrage, votre statut. Donc, le premier statut qui va vous faire porter un projet, c'est souvent celui de créateur lorsque vous êtes au chômage et donc indemnisé au titre des allocations de retour à l'emploi. Donc, il y a un et même plusieurs dispositifs très avantageux. Alors, je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des personnes de Pôle emploi aujourd'hui. Très bien. Donc, ici, quand vous êtes indemnisé par Pôle emploi, je parle sur leur contrôle, mais vous avez un numéro de téléphone qui est un numéro court, qui doit être un 39 49, qui permet en fait d'avoir des personnes qui ont accès à vos données personnelles, quand vous donnez votre numéro d'identifiant, et qui vont pouvoir vous accompagner, mais de manière très très précise, dans la formalisation de votre projet. Parce que quand vous allez démarrer votre projet, si vous êtes titulaire des allocations de retour à l'emploi, vous avez 2 modes d'indemnisation. Donc, en gros, le premier mode, c'est un mode de financement, c'est-à-dire que on va prendre la totalité des allocations de retour à l'emploi qui restent à vous payer. Donc, admettons que vous ayez une période de 18 mois d'allocation à toucher au démarrage. Donc, on va prendre ces 18 mois et vous pouvez bénéficier d'une subvention qui correspond à 60%. Alors, 70% maintenant ? D'accord. Donc, qui correspond à 70% de vos droits, qui va être versé en 2 fois. Il y a quelqu'un qui me dit non derrière. Je crois que c'est 40, parce que j'ai regardé un peu, je crois que c'est 45 et... Alors, c'est depuis le 1er juillet 2023. Si votre contrat... 45 et 60. C'était ce que il me semblait bien aussi avoir vu. Donc voilà. Et cette subvention, elle est versée en gros quasiment 1 mois après l'obtention de votre cabis ou votre première inscription, et le solde. Donc le solde des 60%, c'est ça. Donc le solde des 60% est versé au bout de 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est le premier mode de financement par Pôle emploi. Il est très intéressant si vous avez besoin de financer un peu de trésorerie et que votre activité est tout de suite rentable. Si elle n'est pas tout de suite rentable, nous, on propose plutôt de faire financer le stock ou du matériel par une banque et puis de bénéficier du maintien des allocations de retour à l'emploi. Donc là, vous aurez des conditions d'actualisation qui changent par rapport aux chômeurs classiques, mais par contre, vous allez pouvoir maintenir vos allocations de retour à l'emploi, mais il ne faut pas être rémunéré, plus de 70% de votre ancienne rémunération. J'ai bon ? Je crois que oui. Et puis, idéalement, en fait, souvent ce qu'on voit, nous, c'est que au moins la première année, vous partez sur une rémunération à 0, vous touchez la totalité de vos allocations de retour à l'emploi. Et puis ensuite, quand on fait le premier bilan des 6 à 12 premiers mois, on se pose la question de basculer sur un mode de rémunération directement par la société, soit une vraie rémunération tout de suite, soit une rémunération intermédiaire, et on pilote si on se positionne dans cette limite de 70% de votre ancienne rémunération. Donc voilà. Donc ça, c'est important. C'est le premier accompagnement et c'est la première vraie aide, et c'est une aide qui est vraiment très importante au démarrage de votre société, c'est l'accompagnement de Pôle emploi. En complément de ça, on a une aide de réduction des cotisations sociales URSSAF qui est très avantageuse
la première et la deuxième année. Hein, et donc là, nous, on saura vous accompagner vraiment dans le détail pour les premiers calculs de cotisation sociale. Si vous êtes salarié et que vous démissionnez, par exemple, pour porter votre projet, ou si vous rachetez les parts de la société dans laquelle vous travaillez déjà, vérifiez bien dans votre contrat, en fait, des engagements, comme des clauses de non-concurrence, comme... enfin, tout ça peut s'anticiper. Enfin, il faut vraiment être vigilant quand vous créez une société. Si parfois on voit des porteurs de projets qui créent une société sur une activité identique à celle dans laquelle ils travaillent actuellement, donc là c'est un point de vigilance qui est vraiment important quand vous faites l'inventaire juridique. Je vais peut-être passer la parole à mon confrère avocat. Alors on va prendre un petit peu la parole sur cet aspect juridique là, parce qu'effectivement, bon là je vous regarde un petit peu, c'est plutôt hommes et femmes plutôt jeunes, je trouve. Vous allez créer votre entreprise, vous allez créer un agent économique qui crée de la valeur, et vous vous insérez dans un environnement économique à l'égard duquel vous avez des droits et des obligations. Un agent économique à l'égard du Trésor public. Donc, une des données importantes de l'entreprise que vous allez créer, c'est que déjà, vous allez être un collecteur d'impôts. Vous allez avoir des engagements à l'égard de vos fournisseurs. Vous allez faire des achats et des ventes. Vous allez avoir des engagements à l'égard de vos clients et de vos fournisseurs, donc établir une facturation. Puis, vous avez des engagements aussi à l'égard des personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé avant. Donc là, Pierre-Marie faisait état effectivement des clauses de non-concurrence dont vous pourriez faire l'objet dans le cadre de contrats de travail précédents. Votre engagement de non-concurrence, il faut le regarder par rapport au contrat de travail. Il y a des clauses qui sont valides, d'autres dans leur formulation qui peuvent être déclarées invalides. Donc ça se surveille, ça se valide, ou en tous les cas, on peut en demander la décharge dans le cadre d'une création d'entreprise qui serait typiquement une situation dans laquelle vous seriez en train de piller le fonds de commerce, piller la clientèle, piller les clients ou les fournisseurs de votre employeur précédent. Donc là, je vous invite à la vigilance là-dessus. Et après, cette question de liberté d'entreprendre, hein, on est dans un environnement économique où règne la liberté d'entreprendre. Donc, faut pas se laisser non plus se mettre des barrières fictives, en tous les cas, ou se faire une autocensure sur la création d'entreprise. Grande est la liberté, grands sont les engagements aussi qu'il faut surveiller. Voilà, je vais repasser la parole parce que sinon il y a des milliers de choses à dire, mais je vais arrêter. Merci Stéphane. Autre point, puisque je vais poursuivre là rebondir sur ce que dit Stéphane Gardette. Donc quand vous allez créer votre activité, c'est important de vous poser la question de votre environnement patrimonial. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a deux modes d'exercice d'une activité professionnelle. L'entreprise individuelle, d'un côté, où il n'y a pas de distinction de patrimoine, c'est-à-dire que vous êtes à la fois la même personne qui travaille et la personne physique. Hein, vous êtes vraiment, c'est ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. Il n'y a pas de distinction de patrimoine et ce revenu-là va être déclaré dans votre déclaration de revenus personnelle. Hein, et dans l'entreprise individuelle, il y a plusieurs niveaux. L'auto-entrepreneur est le premier niveau. La micro-entreprise, parce que le terme d'auto-entrepreneur n'existe plus. Donc le micro-entrepreneur est le premier niveau, mais derrière il y a d'autres activités. Il y a l'entreprise individuelle en bénéfice réel, où vous êtes imposé à la fois sur vos cotisations sociales, sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires comme l'auto-entrepreneur. Donc souvent aussi j'entends dire quand on est auto-entrepreneur on est moins imposé. Ah bah oui, c'est sûr, mais on est moins imposé sur une base qui est plus élevée. Donc le principe d'une entreprise, c'est quand même de faire de la marge et du bénéfice. Pas forcément du chiffre d'affaires. Moi, je me fiche du chiffre d'affaires. Ce qui m'importe, c'est que vous fassiez de la marge. La marge, c'est que vous dégagiez du chiffre d'affaires moins vos charges et que ça soit ça qui vous rémunère. C'est pas que le chiffre d'affaires qui rémunère. C'est vraiment la marge. Et donc, en termes de logique, il est plus logique d'être imposé sur du bénéfice parce que dans certains cas, on voit des micro-entrepreneurs qui payent des cotisations sociales, alors peut-être à 24% et qui nous disent moi, je veux pas payer de cotisations sociales à 40%. Oui, mais ils paieraient 40% sur leurs bénéfices, alors que là, ils payent 24% sur leur chiffre d'affaires. Donc là, il y a un vrai calcul à faire quand
on atteint en fait la moitié du plafond de votre de l'activité de micro-entreprise. Donc, je reviens sur le statut en fait de la prise en compte de votre statut familial et personnel. Quand on est en entreprise individuelle, là c'est vraiment important de protéger son patrimoine. Donc là, je vais passer la parole à Éric Fouché qui est notaire. Alors, dans le notariat, on ne voit pas beaucoup d'entreprises individuelles. Je pense que ce sont les experts comptables surtout qui les voient. Et les avocats ne doivent pas trop les voir non plus. Quelques alertes. Alors, je partage totalement ce que vous a dit Pierre-Marie Stéphan. Il est indispensable de se poser les questions en amont et de traiter les sujets en amont, parce que dès lors qu'on a structuré ou dès lors que les opérations sont lancées, il est parfois impossible ou compliqué et onéreux de revenir sur un système. Donc effectivement, le premier niveau de questionnement est celui de votre statut. Est-ce que vous êtes concubin, est-ce que vous êtes pacsé ou est-ce que vous êtes marié? Si vous êtes concubin, c'est l'absence de toute règle juridique, c'est un non-droit. Si vous êtes pacsé, vous avez deux régimes qui existent, soit celui de l'indivision, soit celui de la séparation. C'est absolument indispensable de bien vous poser la question, de savoir quel est votre régime au moment où vous investissez, parce que vous pouvez investir seul en étant partenaire pacsé, et malgré tout, ce que vous créez est en indivision, est à partager avec votre partenaire, même si vous êtes seul associé. Donc ça peut aboutir à des situations imprévues et qui sont à rebours des prévisions que vous avez faites, particulièrement en cas de séparation. L'autre régime, c'est bien sûr le mariage, avec deux grandes familles de régimes matrimoniaux, les régimes de communauté, celui qui est très majoritairement pratiqué en France. On se marie sans contrat, on est donc soumis au régime de la communauté. Si vous créez une entreprise, une société mariée sous un régime de communauté, vous devrez solliciter l'accord de votre conjoint pour savoir s'il souhaite être associé ou s'il renonce à la qualité d'associé. Et le jour où vous séparerez, vous devrez partager la valeur créée. Donc c'est un vrai sujet à traiter. Est-ce que ça vous convient ou est-ce qu'il faut imaginer autre chose? Et bien sûr, vous avez les régimes de séparation. L'enjeu arrive non pas directement en droit des sociétés, parce que vous aurez certainement recours à une société à responsabilité limitée, type SAS ou SARL. On voit quelques SNC qui existent encore essentiellement, en tout cas dans ma pratique, pour des débits de tabac. Ça doit être la seule, quasiment la seule société dont la forme est imposée par le législateur. Donc vous serez dans des sociétés à responsabilité limitée, mais quand vous solliciterez un financement, il est possible que la banque aille vous chercher, vous, personnellement, sur votre patrimoine et vous demande à vous porter caution. Et donc là, vous engagerez tout votre patrimoine. Si vous êtes marié sous un régime de communauté, vous engagerez tout le patrimoine de la communauté. Si vous êtes marié sous un régime de séparation, vous n'engagerez que votre patrimoine et pas celui de votre conjoint. Donc c'est une véritable attention à porter au moment de la constitution de la société et au moment où vous vous mariez aussi, pour savoir quel est le régime que vous allez choisir et quelles sont les conséquences qui vont en découler sur le fonctionnement de la société. Oui, alors je reprends, j'insiste. Excuse-moi. Petite question aussi, vous allez au moment de la constitution de votre société solliciter des financements, et le financement familial est une ressource à utiliser, mais ça pose des questions qui sont très notariales. C'est vos parents vous donnent 10 000 euros à vous pour constituer une société. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au moment de la succession de vos parents? Est-ce que vous ne devrez pas rapporter ces 10 000 euros? Donc si vous sollicitez une aide financière de vos parents, grands-parents, frères, sœurs, posez-vous la question de la façon dont cette aide est apportée. La donation a des conséquences de rapport à la succession de vos parents, si ça n'est pas une donation partage qui est faite. On peut imaginer un prêt familial qui a moins de conséquences et qui est plus facile à gérer. Voilà, en tout cas, consultez un notaire, votre notaire de famille, au moment où vous sollicitez cette aide familiale.
Ok, pour en finir sur le statut d'exercice de l'activité, j'insiste sur 2 points. En fait, sur votre statut d'exercice professionnel, ne négligez pas ça, parce que quand on est en SARL, on est assimilé à un travailleur indépendant et on n'a pas tout à fait la même couverture que le président de la SAS, qui a un statut d'assimilé salarié en dehors des cotisations chômage auxquelles souvent il ne peut pas prétendre. Donc il peut pas prétendre en fait à cotiser à l'assurance chômage parce que souvent il est majoritaire dans sa société et donc comme il faut un lien de subordination pour définir le contrat de travail, le statut de mandat social en tant que président ne permet pas en fait d'être couvert par l'assurance chômage. Donc pensez bien à prévoir ça parce qu'il y a des incidences importantes, notamment sur les indemnités journalières et la prise en charge en cas de maladie. Alors je poursuis sur un autre sujet, sur le lieu d'exploitation. Donc là on va essayer de respecter le timing qui est évidemment un peu court, mais posez-vous ces questions au démarrage tout de suite, de savoir où est-ce que vous allez exercer. Est-ce que vous exercez chez vous, dans un centre d'affaires, dans une pépinière, ou dans un local que vous louez? Qui rédige le bail? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que vous le rédigez conjointement? Ça peut arriver. Donc matérialiser ça dans le détail. C'est vraiment important parce que une fois que vous êtes lancé, notamment quand vous êtes lancé en société, modifier l'adresse du siège, eh ben, ça veut dire toucher au statut. Et là où la création d'entreprise est facilitée et les frais sont allégés au démarrage, quand on modifie les statuts ensuite, pour vous donner un ordre d'idée, les frais de greffe, c'est une 50aine d'euros quand on crée la société. Quand on fait une modification des statuts, on doit être aux alentours de 190 euros. Donc ça, c'est des frais en plus. Derrière, il y a des frais juridiques parce qu'il va falloir tenir une AG qui touche au statut. Donc ce sera une assemblée générale extraordinaire et donc il y a du formalisme juridique derrière. Donc posez-vous ces questions-là au démarrage. Alors je sais que souvent on se dit, je vais pas prendre un loyer tout de suite, mais si par exemple vous gérez une activité avec du stock, là posez-vous la question tout de suite de savoir où est-ce que je mets mon stock et est-ce que c'est pas judicieux de domicilier la société à l'endroit où j'ai mon stock. Excusez-moi, je suis allé dans l'autre sens. Voilà, je fais juste un petit focus aussi s'il y a des activités qui reçoivent du public. Pensez bien aux conditions d'accès des personnes à mobilité réduite quand vous êtes en établissement recevant du public. Ça devient capital et dans certaines activités, si vous n'avez pas ça, j'ai en tête un commerce qui n'a pas d'accès, au moment de la signature du bail, il a négocié avec son propriétaire à ce que des rampes d'accès soient faites par le propriétaire et pas par lui. Donc voilà. Au moment de la rédaction du bail commercial, si vous partez de zéro, allez voir un professionnel. C'est quand même mieux. Je vais passer assez rapidement, mais là, il faut que vous soyez bien au fait des conditions juridiques d'exercice de votre activité. Certaines activités sont réglementées. Un médecin ne peut pas s'installer médecin du jour au lendemain. Il faut qu'il soit diplômé. Par exemple, un expert comptable, un avocat, un notaire, c'est pareil. Juste un petit point sur cette activité réglementation. En réalité, toutes les activités professionnelles ont leur domaine réglementaire à connaître. Donc si vous vous lancez dans une activité, c'est que vous connaissez déjà un petit peu. Donc cet aspect réglementaire, toutes les professions ont une réglementation qui va s'appliquer. Vous êtes vraisemblablement la personne qui connaît le mieux cette réglementation quand vous démarrez votre activité, mais confrontez-la avec l'avis d'un conseil juridique là-dessus, notaire, avocat, mais cette réglementation, c'est une partie de votre avantage concurrentiel qui vous permet d'exister en tant qu'agent économique qui crée de la valeur dans un système économique plus général. Donc c'est pas, par exemple, dans le bâtiment, l'activité réglementaire liée à votre assurance. L'assurance, elle est déterminante dans l'activité qu'on peut avoir dans le bâtiment, assurance décennale notamment. Donc, vous voulez démarrer une activité, vous aurez besoin d'une qualification.
Donc là, il y a une multitude de qualifications possibles dans le bâtiment. Vous voulez déterminer, avoir une activité d'agence de voyage, assurance, transporteur, tout un tas, y compris activité d'aide à la personne. Donc cet aspect réglementaire, je pense que si vous vous interrogez sur un projet de création d'entreprise, c'est que vous avez déjà déterminé, que vous le connaissez un petit peu, que ça va constituer pour vous un avantage concurrentiel qui va vous permettre de créer de la valeur avec votre entreprise. Alors, je rebondis sur ce que dit Stéphane Gardette. C'est vrai que c'est super important. Vous êtes la première source d'information. Donc, quand vous allez aller voir un professionnel, parfois vous avez plus d'informations que lui, un professionnel comme un d'entre nous, vous avez plus d'informations. Par exemple, si moi je ne travaille pas avec des antiquaires, je ne sais pas qu'il y a besoin d'avoir un livre de police qui va mettre toute l'origine de chacun des biens, parce que si je n'ai pas d'autres antiquaires dans mon activité, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et par contre, c'est quelque chose qui s'impose à vous en cas de contrôle de la police ou même en cas de contrôle fiscal. Donc, vous êtes les seuls porteurs de votre projet. Et un expert comptable, un avocat, un notaire, on peut en changer. Malgré tout, vous resterez dans votre projet. Donc, j'attire aussi votre attention sur le fait que même si on n'a pas de casquette spécifique par métier, malgré tout, on a tous, chacun d'entre nous, des domaines d'activité sur lesquels on exerce de manière un petit peu plus performante, parce que si vous allez voir un cabinet qui fait que de l'agricole et que vous avez une activité de bar tabac presse, par exemple, il va pas être sûrement très performant dans votre accompagnement. Par contre, si vous avez une activité agricole et que vous allez voir un cabinet spécialisé en compta agricole, voilà, vous allez voir que il y aura un échange d'égal à égal et que vous aurez des bonnes idées à proposer et votre accompagnateur aura des bonnes idées aussi à vous proposer parce que il connaît ces activités-là. Alors, je vais passer à l'étape suivante, l'environnement économique, là, cette fois-ci du projet. Donc là, je vais attaquer vraiment le sujet du business plan. Avant de parler en fait d'accompagnement global de votre projet, il faut aussi que vous ayez une idée très économique de votre projet. 1. Quel chiffre d'affaires je fais? 2. Quelles sont mes charges? 3. Est-ce que ma marge me permet de me rémunérer? Et ce, même après la perte du maintien des allocations de retour à l'emploi, parce que souvent, en fait, dans une phase de création d'entreprise, on voit beaucoup de porteurs de projets qui nous disent, bon bah, là je m'en fiche, je suis rentable. Forcément, il n'y a pas de rémunération pendant 12 mois, 18 mois, parfois même 24 mois, quand certains peuvent bénéficier d'un PSE. Donc, ils partent sur un projet, mais qu'est-ce qui se passe le 25e mois? Qu'est-ce qui se passe le 18e mois quand il n'y a plus de rémunération assurée par les allocations de retour à l'emploi? Il faut que ça soit rentable. Donc, posez-vous cette question-là dès le démarrage. Et si votre modèle économique n'est pas viable, il faut pas y aller. Ça, c'est une vraie décision d'entrepreneur de dire je n'y vais pas parce que avec mon objectif de chiffre d'affaires, je ne pourrai pas retirer une rémunération viable et stable dans les 18 ou dans les 24 mois. Posez-vous cette question-là au démarrage. Quand on a démarré, c'est trop tard. Vous êtes engagé. Vous avez pris le parti de vous lancer dans une activité, parfois vous avez acheté des locaux, vous avez pris un bail 3, 6, 9 et vous êtes engagé sur une durée et parfois l'équilibre il est précaire. Il faut vraiment se poser cette question-là au démarrage. Donc la première question en fait c'est définissez-vous un business plan de démarrage qui soit rentable dès le début, enfin au moins en année 2 et en année 3 impérativement. Et le business plan, c'est quoi? C'est un business plan de résultats, c'est-à-dire vraiment comparer votre chiffre d'affaires, vos charges et qu'est-ce que ça génère comme bénéfice. Mais c'est pas parce qu'on a un business plan qui est équilibré sur le bénéfice qu'il l'est forcément sur la trésorerie. Je prends l'exemple d'une boutique qui gère du stock. Pour pouvoir vendre son stock, faut avoir un stock. Et parfois, le stock, il peut représenter 1/3 de la valeur du chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est de la trésorerie qui est sortie. Votre business plan sur le plan du résultat, il va être équilibré et vous aurez un bénéfice. Et pour autant, tous les mois, vous serez à vous dire, j'ai pas de trésorerie, comment ça se fait? Parce que toute votre trésorerie elle sera partie dans le stock. Pareil, si vous avez des salariés au démarrage,
on ne peut pas obtenir des délais de paiement vis-à-vis des salariés. Les salariés, à la fin du mois, il faut les payer, et le 15 du mois suivant, il faut payer les cotisations sociales. Donc là, vous allez vous retrouver dans des difficultés de trésorerie si vous n'avez pas anticipé ça. Donc un business plan, c'est un business plan de résultats, c'est-à-dire évaluer chiffre d'affaires et charges. C'est un business plan de trésorerie qui va en général dégager un déséquilibre. Et s'il y a un déséquilibre, on va le corriger par un plan de financement. Et c'est ce plan de financement que vous allez présenter à la banque en disant voilà, j'ai fait le point sur mon activité, sur mon chiffre d'affaires et mes charges. Mon expert comptable m'a aidé à faire un business plan de trésorerie qui montre un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, voilà comment je compte le financer. Si c'est un financement sur le rachat d'un fonds, par exemple, ce sera un financement à long terme qui pourra s'échelonner sur une durée de 7 années. Si c'est pour du stock, ce sera peut-être sur une seule année où vous aurez une facilité de caisse de la banque. Mais nous, on va faire coller le plan de financement à ce décalage de trésorerie de votre business plan de trésorerie. Donc, ce qu'il faut retenir sur la partie financière de votre projet, de votre business plan, c'est qu'il y a 3 étapes. Le business plan de résultat, qui doit dégager un résultat au moins positif en année 2 ou en année 3. Un business plan de trésorerie qui probablement sera déséquilibré, mais qui sera rééquilibré avec le plan de financement. Il y a d'autres sujets sur le business plan, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. On va revenir dans le détail là sur les 2 structures d'exercice. L'entreprise individuelle, on en a parlé un petit peu. On va revenir sur le choix de la structure juridique. Et là, je vais passer la parole plutôt à Stéphane Gardette sur la partie d'exercice en société. Lorsque vous avez défini de vous lancer dans une activité avec des associés, on va évoquer la forme de la société et le pacte d'associés. Voilà. On va pas du tout aller en détail parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc l'alternative, effectivement, c'est soit entreprise individuelle, soit entreprise en société. L'entreprise individuelle, c'est le niveau 0 de la structuration. Ça veut dire qu'on est tout seul et à la limite, on va avoir une activité uniquement avec des particuliers. Ça peut suffire. Donc on est en B2C. Si vous êtes sur une activité uniquement avec des clients particuliers, ça peut aller. Mais moi, je vous encourage effectivement plutôt à, quand vous démarrez une entreprise, à pas le faire tout seul. Si vous pouvez vous mettre à plusieurs, tant mieux, parce que pour cheminer dans le temps, c'est toujours préférable. Et à ce moment-là, il faut envisager cette structuration en société. Cette société, elle peut prendre 2 principales formes aujourd'hui. Soit on est en société à responsabilité limitée, SARL, soit on est en SAS. Les différences, le choix de l'une, consultez votre conseil juridique parce qu'il y a tout un tas de critères qui fait qu'on sera plutôt en SARL et plutôt en SAS. Mais ce qui est l'occasion de réfléchir dans votre association, les personnes avec lesquelles vous serez, de déterminer les relations que vous allez avoir entre les associés, ça c'est les statuts, et puis vous pouvez avoir des dispositions extra-statutaires en dehors des statuts qu'on appelle un pacte d'associés. Si on s'associe au démarrage d'une entreprise, c'est qu'on va travailler ensemble. Et donc, on fait en sorte de mettre dans les statuts, dans le pacte d'associés, les conditions dans lesquelles on va rester ensemble. Et puis, si jamais il y en a un qui doit partir ou une qui doit partir, comment est-ce qu'on se redistribue les parts de façon à ce qu'on reste toujours des associés actifs dans la société. Vous pouvez aussi avoir un démarrage d'entreprise un petit peu plus sophistiqué parce qu'en réalité, vous allez avoir besoin d'argent. Et donc, vous allez avoir dans vos associés des gens qui vont être apporteurs de capital. Et puis, vous allez apporter votre force de travail. Donc, à ce moment-là, de la nécessité aussi de mettre les dispositions statutaires qui vont vous permettre d'établir un équilibre entre cette puissance de travail et ce capital qui va être mis, et dans le pacte d'associés, les conditions de gouvernance, et on va appeler ça intégrité du capital social, de façon à ce que celui qui travaille, ceux qui travaillent dans la société demeurent majoritaires dans le capital de la société. Donc le choix de la forme, je crois qu'il y a un tableau que tu as mis, Pierre-Marie, si tu peux juste le passer, parce qu'il est... Voilà, top, voilà, c'est ça. Donc ça, il est dans ce dispositif, les différents types de sociétés, mais principalement ces 2 types, société à responsabilité limitée ou société par action simplifiée. Et puis on peut avoir des nuances de SARL si on est en exercice libéral. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, exercice libéral, profession réglementée, expert comptable, notaire, avocat, infirmier, médecin, enfin tout le corps médical, on va dire. Expert judiciaire, géomètre, on peut en trouver. Mais le type de la formation, enfin la structuration en société faite
le pas de votre information sur ce sujet-là, Internet va tout vous dire, y compris les choses infaisables. Donc quand vous allez arriver consulter votre notaire, votre avocat là-dessus, on sait très bien que vous avez déjà consulté tout ce qui était possible. La difficulté aujourd'hui à laquelle vous êtes confronté, c'est la submersion de l'information. Donc nous, notre travail, c'est de vous dire, ça dans votre cas en particulier, c'est plutôt ça vers lequel il faut aller, et c'est plutôt avec ce type de personnes et avec ces dispositions statutaires. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les sachants, vous arrivez avec une quantité d'informations, nous on va être celui qui va vous donner le cap, l'orientation et peut-être aussi cette fonction de scribe qui va être de pouvoir écrire vos accords entre vous-même, entre vos associés, pardon, dans le cadre de la création de votre société. Donc je vous invite, effectivement, si vous êtes en création d'entreprise, dans vos développements, effectivement, si vous êtes amené à travailler, là cette fois-ci avec des entreprises, et non pas simplement avec des particuliers, avec des entreprises, on se structure comme une entreprise. Si j'ai une recommandation à vous dire là-dessus, si vous travaillez en B2B, si vous travaillez avec des entreprises, vous travaillez avec des sociétés, donc vous êtes vous-même structuré en société. La particularité de la SARL et de la SS, c'est que vous pouvez être en société unipersonnelle. Ça, c'est une construction juridique tout à fait singulière. Vous pouvez être en société avec vous-même. Mais c'est une société. Donc, avoir bien ça en tête, c'est les individuels parlent aux individuels, les sociétés parlent aux sociétés. Et puis après, suivant le type de client que vous allez avoir, les petites sociétés parlent aux petites sociétés, les moyennes aux moyennes, les grosses aux grosses. Il y a un principe de gravité là-dessus assez simple qu'il faut avoir en tête dans le mode de fonctionnement économique. Voilà, je ne vais pas aller tellement plus loin parce que 14 heures. Juste pour terminer et rebondir sur ce qu'a dit Stéphane Gardette, vous allez faire un pacte d'associés, vous allez faire des statuts pour décider de qui est associé, comment on reste marié, comment on se sépare. Et j'apporte la vision notariale. Vous pouvez vous poser la question de l'agrément des associés. Est-ce que je peux transmettre à mes enfants? Est-ce que mes associés auront un droit de regard si je transmets à mes enfants? Et on est là pour y penser. Que se passe-t-il s'il y a un décès? Comment les parts sont transmises? Et si j'ai une incapacité, comment sera dirigée la société si en tant que gérant ou en tant que président, je suis incapable parce que j'ai un accident de la vie qui fait que je suis dans le coma? Donc il y a des outils, mandats de protection future, qui sont là pour ça. Et donc il faut y réfléchir, même si vous êtes qu'à la phase de création, il faut y penser dès maintenant. Alors, on avait prévu de discuter encore de beaucoup d'autres sujets qu'on ne peut pas aborder là aujourd'hui. On va en arriver à la conclusion. La conclusion, c'est que vous avez plein de possibilités d'accompagnement. La première possibilité d'accompagnement, ce sont les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers, l'URSSAF, chambre d'agriculture. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont de très très bons conseils. Ils savent aussi gérer leur incompétence. C'est-à-dire que quand ils sont plus compétents, ils disent là, c'est plus mon domaine. Là, vous êtes prêts pour aller voir un notaire. Vous êtes prêts pour aller... Ce sujet-là, il faut aller voir un avocat. Ou il faut aller voir un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Ou là, il est temps que votre business plan soit validé par un expert comptable. Donc, commencez par eux. Ils vont vous donner plein d'informations générales. Et puis... ils sauront vous orienter vers le bon professionnel. Ensuite, n'hésitez pas à franchir la porte d'un expert comptable, d'un avocat ou d'un notaire. On va tout de suite vous dire si vous êtes prêt, pas prêt. On va pas tout de suite sortir une facture en vous disant qu'il faut payer 500 €. Hein. Ça se passe pas comme ça dans nos cabinets. Hein, on va d'abord évaluer si votre projet est viable et puis ensuite on va voir comment on peut vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein, on insiste là-dessus parce que vous risquez de passer à côté d'une opportunité et de démarrer mal. Hein, la priorité, c'est de vous concentrer sur votre business. Hein, c'est ça qui fait que vous allez porter un projet. Donc, concentrez-vous sur votre business et faites-vous accompagner sur la partie technique. Hein, voilà. Donc, ce sera ma conclusion. On va rester encore quelques minutes ici si vous avez des questions très spécifiques en fonction de vos activités. Et voilà, et je vous remercie. Merci.